Bonjour et bienvenue dans votre matinale préférée. Ici, le jour se lève et l'essentiel commence, l'actualité et l'information. Bien entendu, installez-vous confortablement et laissez-vous guider par un menu soigneusement élaboré à la hauteur de vos attentes et de vos ambitions. En ce mois de février, placé sous le signe de l'amour, impossible donc d'échapper à la Saint-Valentin. Et donc, ce matin, chers amis téléspectateurs, nous avons concocté un menu spécial Saint-Valentin pour vous et nous célébrons ce sentiment amoureux en musique. Du love soul au jazz feutré, nous en explorerons toutes les nuances aux côtés de Serge Poyon, artiste musicien polyforme. Un voyage sonore empreint de sensualité et d'émotion et de vibrations délicates, eh bien, des instants à savourer, à ressentir et à partager. Et parce que l'amour rime avec le beau, l'élégance et l'audace, nous parlerons donc stylisme ce matin avec Juliette Bocot, dont la créativité singulière et l'audace esthétique font aujourd'hui référence. Silhouette, matière, inspiration, peut-être glanerez-vous ce matin quelques idées pour sublimer votre allure et célébrer la fête de l'amour avec style et assurance. Mais cette matinale se veut aussi un espace de réflexion et de sensibilisation. La dépression, ce mal silencieux, souvent banalisé, parfois ignoré, s'invite au débat. Pourquoi faut-il la prendre au sérieux? Quels signaux doivent alerter? Comment mieux accompagner ceux qui en souffrent? Eh bien, Christelle Edjacho Tongodo, accompagnée de son invité, apportera des éclairages essentiels sur cette réalité qui touche de plus en plus de personnes. Voilà pour le menu ce matin. Un rendez-vous matinal riche entre émotion et élégance et enjeux de société. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allons nous abreuver à la source de l'information au bon soin de Victorine Bondé. Un plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour à toutes et à tous. L'Assemblée nationale rend hommage à ses anciens présidents. La cérémonie a démarré hier au Palais des gouverneurs par les hommages à Maître Adrien Mbedi, premier président de l'institution. À cette occasion, un ouvrage retraçant sa trajectoire au pêchoir a été présenté. Retour sur cette cérémonie à laquelle ont pris part des députés, d'autres personnalités ainsi que des invités de marque. Maître Adrien Mbedi, ancien président de l'Assemblée nationale, première, troisième et septième législature, honoré par son successeur Louis Béounou Vlavonou. Un hommage solennel qui prend également une dimension scientifique. Le parcours de l'homme dont le nom reste indissociable de l'histoire de la démocratie béninoise est retracé dans cet ouvrage sous la direction du professeur Ibrahima Salami. Structuré en deux grandes parties, ce chef-d'œuvre explore les multiples dimensions de l'office du président Adrien Mbedi. En premier lieu, des témoignages qui offrent une perspective humaine et collective sur l'impact du patriarche et en second, les contributions scientifiques qui mettent en évidence le Parlement sous ses différentes présidences. Vous avez exercé cette haute responsabilité avec une rigueur devenue référence par votre attachement aux procédures, à l'esprit de la loi et au respect du droit. Dans son discours de dédicataire, Adrien Mbedi évoque ses expériences d'ancien président de l'Assemblée nationale, les hauts et les bas qui ont jalonné cette fonction qu'il a occupée sous plusieurs régimes. Pour avoir occupé la charge de président de l'Assemblée nationale par 3 fois, je peux dire que j'en ai goûté les délices et les amertumes. Circonstance aggravante dans mon cas, j'ai toujours été élu par une majorité éphémère, une majorité de circonstances qui s'évapore aussitôt la séance d'élection levée. Mon troisième mandat est caricatural de ce que je dis. Si le président Vlavonou savait à quel point je l'envie d'avoir eu à sa disposition 78 députés, j'ai été élu par 42 voix contre 41. Le président de l'Assemblée nationale est donc fort de la force des députés. Il est faible de la faiblesse des députés.
cet hommage de l'Assemblée nationale à Maître Adrien Mbedi est le premier acte de la cérémonie de reconnaissance et d'hommage du Parlement à tous ses anciens présidents. Et nous restons à l'Assemblée nationale où une nouvelle ère démarre très bientôt. Dimanche prochain, les députés de la 10e législature seront installés. Une cérémonie qui est souvent faite de protocoles bien définis. Ariane Da Silva, Yves Patrick Loco et Giscard Rakovi nous présentent la mécanique républicaine qui s'apprête à être mise en marche. À l'Assemblée nationale, comme leurs prédécesseurs, les députés de la 10e législature sont appelés à entrer en fonction à travers une cérémonie d'installation aux préliminaires bien définis. C'est l'installation qui est un acte solennel symbolique qui fait le transfert du statut du député élu à député en fonction. Dès que les députés sont élus, les services de l'administration parlementaire appellent le doyen d'âge de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a un bureau d'âge composé de plus âgés des députés et des deux plus jeunes. Et c'est eux qui dirigent ce qu'on appelle la séance d'installation. Et donc c'est le président du bureau d'âge qui convoque les députés élus à une séance d'installation. Une cérémonie d'installation conduite dans le strict respect du protocole. Dès l'ouverture de la séance, le président de séance fait lire la décision de la Cour constitutionnelle proclamant les résultats définitifs de l'élection. Après cette lecture, s'il y a donc des recours par rapport à des députés, ces recours-là sont également lus au cours de la séance. Cette cérémonie d'installation intègre également une phase déterminante du processus parlementaire. Et c'est en ce moment-là que notamment la question de qui s'installe, ou on s'installe, où on se fait remplacer, c'est la question de remplacement par la suppléance. Donc, c'est une cérémonie. Au cours de la cérémonie, en même temps, il faut dire qu'après l'installation a lieu, en fait, l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ça part donc de la phase symbolique à la phase véritablement opérationnelle. Le président de l'Assemblée nationale, il est élu en premier et il se fait assister d'un bureau. Donc, c'est lui qui, en vérité, détient en fait le pouvoir législatif et les autres l'accompagnent en fait dans cette tâche-là. Une semaine avant leur entrée en fonction, les députés élus se rapprochent de l'administration parlementaire pour récupérer leurs attributs, écharpes, cocardes et divers documents essentiels à l'exercice de leur mission. Et une autre nouvelle ère a démarré depuis mardi dernier, celle de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Une splendeur environnementale, de quoi cela augure-t-il? Vous le verrez, dans un contexte de vulnérabilité accrue, la vision nationale de développement 2060 annonce un avenir viable pour les futures générations. Amandine Aniabossou pour ce reportage. Asphaltage, assainissement pluvial, logements économiques, protection côtière, construction des cités administratives et développement des infrastructures routières. Autant de projets pour améliorer le cadre de vie du Béninois. Depuis quelques années, le Bénin a résolument engagé une démarche orientée vers le développement durable. Celle-ci se traduit par la mise en œuvre de solutions concrètes, adaptées, durables et résilientes pour répondre aux défis de l'amélioration du cadre de vie sur l'ensemble du territoire national. C'est un développement qui intègre les générations à venir. Et pour les intégrer, aujourd'hui, il y a plusieurs instruments qui sont mis en place, avec plusieurs institutions au niveau de la République. Le Bénin va s'en sortir avec la vision qui est prônée par le gouvernement, très vert, très résilient, surtout en matière de changement climatique. Cette dynamique se poursuit et s'amplifie. Le Bénin franchit donc une étape historique avec la vision Bénin 2060. Le pays ne se contente plus de s'adapter, il réinvente son lien avec la nature. La vision du développement du Bénin ira beaucoup plus vers le renforcement des villes vertes, par exemple, d'une agriculture intelligente qui respecte l'environnement, des investissements qui sont soucieux de la protection de l'environnement et donc de ce point de vue, de la recherche, si je peux aller plus loin,
d'un équilibre nature et développement beaucoup plus juste. Je pense que cela va contribuer énormément à un pays très prospère. Cette orientation s'appuie sur les atouts du Bénin en matière d'utilisation des énergies renouvelables et sa riche biodiversité, tout en reconnaissant les défis de la pollution et de la dégradation des écosystèmes. La réponse aux crises urbaines doit devenir structurée et durable pour favoriser une ville résiliente face au changement climatique. Un habitat décent, digne, sûr et surtout accessible à tous. Une mobilité fluide et surtout, une gouvernance collaborative. Donc, assainissement qu'on a commencé, on renforce avec le système de transport en commun moderne et écologique pour parler toujours des questions de respect de l'environnement. On a comme un des piliers l'agro-industrie. Comme nous parlons de base durable qui s'inscrit dans la durée, il nous faut une agriculture qui est écologique, qui respecte les normes du sol et qui permet aussi une régénération de notre biodiversité. Le citoyen béninois a un grand rôle. Il doit avoir ce réflexe de protection de l'environnement. Et puis, la force publique doit rester. Le défi est immense, mais la trajectoire est fixée. Le Bénin de demain sera vert, prospère et souverain. Le compte à rebours est déjà engagé. Et l'autre objectif de la vision 2060, c'est d'assurer une gestion durable des ressources naturelles du Bénin. Une initiative originale porte déjà la cité historique Ouida dans cette projection. À travers un camp d'architecture, architectes, artisans et communautés repensent les constructions en puisant dans les savoirs traditionnels pour proposer des modèles durables et adaptés à nos réalités. Immersion dans Archicamp avec Jean Lombima et Hilaire Kodjo. Dans nos villes africaines, les silhouettes urbaines se transforment. Tours vitrées, façades bétonnées, autant de décors importés qui imitent les modèles occidentaux. Ces architectures, souvent perçues comme des signes de modernité, finissent par effacer des empreintes. Elles imposent une esthétique étrangère où l'uniformité prime sur la mémoire. C'est précisément face à ce constat qu'émerge une réponse. Archicamp. Un archicamp, c'est un cadre que crée l'Association africaine d'architecture depuis 2011 pour discuter ensemble les différentes problématiques urbaines et architecturales de nos villes et qu'à la fin, il puisse y avoir des solutions qui soient proposées, qui sont formalisées souvent par un projet construit. Nous avons choisi Ouida pour la dynamique qui s'y tient. C'était le lieu idéal aussi pour faire connaître au mieux les architectures vernaculaires africaines. Les innovations, c'est justement de s'inscrire dans le cadre de cette formation, les voûtes nubiennes et les coupoles nubiennes par exemple, qui sont des techniques originaires d'Égypte. Nous avons eu à créer une méthodologie en faisant des constructions hybrides. Je prends l'exemple de la coupole que nous avons ici. Nous avons les murs arqués de la coupole qui sont faits en adobe, donc les briques de terre crues. Donc avec une seule construction et en peu de temps, on a pu justement avec cette méthode de pouvoir former les gens. Ici, il ne s'agit pas de copier des modèles venus d'ailleurs, mais de redonner souffle aux architectures vernaculaires et de les projeter dans la modernité. Nous avons décidé de ne pas utiliser ni de ciment, ni d'armature en fer. Ce qui fait que pour les fondations, nous avons décidé de les réaliser en béton cyclopéen de chaux. Et ça nous permet d'être plus durable puisque le ciment est plus nocif que la chaux. On arrive à faire de très belles choses.
Et ça m'intéresserait pour mes projets personnels plus tard, c'est-à-dire construire une maison, construire peut-être une ferme. Celui qui bénéficie d'une construction pareille vit dans une maison, mais dans une chambre climatisée au naturel. Nous contribuons non seulement à la valorisation, mais aussi à la préservation justement de l'identité culturelle. C'est un retour positif qui prévoit une pérennisation de ces archicamps-là. Archicamp ouvre une voie vers la pérennisation, vers un futur où Ouida inspire le monde. Un appel à continuer, à amplifier, à transmettre, car chaque pierre posée est une promesse d'avenir. Repenser le développement des villes africaines autour des pratiques ancestrales. Imaginez la sauvegarde des zones humides par le même procédé. Eh bien, l'Agence nationale pour l'environnement y pense déjà. Dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, des réflexions sont menées sur la contribution des savoirs et pratiques endogènes à la préservation de ces espaces qui restent importants pour l'humain. Alain Souchoumé, Oscar Odjoumolo pour ce reportage. Elles participent au maintien de la vie sur Terre. Elles sont les éponges et les reins de la nature. Un rôle épurateur. Les zones humides sont célébrées à travers la journée mondiale qui leur est dédiée et mise en valeur ici par l'Agence béninoise de l'environnement, l'ABE. La zone humide, c'est là où la terre touche les eaux. C'est-à-dire tout ce qui est humide, tout ce qui est à l'eau, de manière constante ou bien de manière temporaire. Nos zones humides sont menacées par nombreuses de nos pratiques. Si on veut conserver aujourd'hui les zones humides, il faut impliquer tous les acteurs. Les savoirs et pratiques endogènes sont sollicités dans le processus de sauvegarde des zones humides dans notre pays. Il y a des espaces dans l'eau où on dit qu'il ne faut pas y toucher. Et c'est protégé, on a peur d'une représentation spirituelle qui fait que les populations ne touchent pas à cette zone. Les populations endogènes avaient souci de préserver la ressource pour pouvoir l'utiliser de manière durable. Dans ces zones de frayère, on ne touche pas pour permettre aux espèces halieutiques de venir pondre, de venir mettre bas, etc., les espèces. Et quand ces espèces grandissent maintenant, ils vont dans les autres parties des zones humides où les populations ont la liberté d'exploiter. Donc, il urge aujourd'hui de documenter ces savoirs et maintenant intégrer ces savoirs aux documents de planification, aux documents de stratégie qui sont prévus pour renforcer les actions en vue de la conservation de ces écosystèmes humides. Ne pas prendre les zones humides comme des zones de dépotoir où on jette des saletés, les plastiques, tout cela, c'est nuisible. Et on a besoin de la population pour nous aider à préserver ces zones humides-là. Les populations au Bénin sont invitées à s'impliquer activement dans la défense et la protection de ces espaces humides vitaux pour leur survie. Dans un autre registre, à Cotonou, les projecteurs s'allument sur la créativité féminine. La 4e édition du Festival international des films de femmes s'est ouverte mardi dernier. Productrices, réalisatrices et passionnées vont pendant environ 5 jours célébrer des récits portés par des femmes. Au lancement de ce festival, Oded Dossou et Ulvaïus Balogun. Si tu veux, dès que j'aurai un peu de temps, je vais essayer de... Dans le silence feutré de cette salle de cinéma, Doué, le parcours d'une jeune fille confrontée au choix impossible entre l'école et la survie de sa famille. Un récit simple mais puissant qui met en lumière les réalités de milliers d'enfants et surtout la parole des femmes. À travers ce film d'ouverture, le Festival international des films de femmes de Cotonou affirme son ambition. Offrir un espace d'expression aux créatrices africaines et faire émerger des récits souvent relégués à la seconde place. Le film a arraché quelques larmes. C'était très émouvant et ça touche un sujet très sensible. Pour cette 4e édition, le thème est clair. Femmes, libérez votre créativité. Libérer sa créativité, c'est refuser le silence, c'est transformer ses blessures, ses rêves, ses combats en images, en récits, en œuvres. Ici, les femmes ne sont plus dans l'ombre. Elles écrivent, filment,
produisent et prennent pleinement leur place à l'écran. Avec ce festival, nous voyons donc des jeunes filles et des femmes qui osent raconter le monde autrement. Les Amazones du 7e art, celles qui réalisent, qui produisent, qui écrivent. Profitez de ce festival. Quand on aborde ce métier très vite en tant que femme, on se rend compte des barrières qui se dressent devant nous, des barrières qui se dressent parfois même dans nos esprits à force d'intérioriser les interdits, les empêchements. Pendant 5 jours, projections, échanges et rencontres vont rythmer cette 4e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou. Une plateforme où les talents féminins se révèlent, où les expériences se croisent et où le cinéma féminin devient un levier de transformation sociale. Et place à présent au portrait d'un Béninois qui a choisi la glace pour faire rayonner son pays. Il est vrai que lorsqu'on pense au Bénin, on pense au soleil et aux plages, pas à la neige et encore moins au ski. Et pourtant, pour la première fois de son histoire, le Bénin sera représenté aux Jeux olympiques d'hiver. Un exploit rendu possible par le parcours de Nathan Chibozo, jeune skieur de 21 ans. Herman Rodrigue Amégan pour ce reportage. Il glisse vers les Jeux olympiques d'hiver. À 21 ans, Nathan Chibozo est tout proche de réaliser son rêve. Pour moi, ça a toujours été un rêve d'enfant de pouvoir faire les Jeux olympiques, surtout représenter ma nation. Né de parents béninois installés aux Deux Alpes en France, c'est sur ces pentes de l'Hexagone proche de l'Italie que Nathan découvre un sport dont il tombe amoureux à seulement 3 ans. Un jour comme ça, on est parti en vacances au ski et c'est là qu'on a découvert l'Oisan, donc plus précisément les Deux Alpes. Et donc c'est là-bas où j'ai commencé le ski, donc à l'âge de 3 ans. Et c'est de là où j'ai appris à skier et que j'ai continué ma carrière, quoi. Depuis, le gamin Nathan a bien grandi, son talent et ses ambitions aussi. Il sera le tout premier athlète béninois à participer aux Jeux olympiques d'hiver. Être précurseur et être une source de motivation. Et j'espère pouvoir ouvrir la voie à d'autres jeunes béninois, quoi. Derrière cette qualification, plusieurs années de travail pour Nathan, qui poursuit par ailleurs des études de master en commerce. Une double vie menée de front sans jamais sourciller. Il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de sacrifices et beaucoup de moments de doute. Mais chaque étape, ça m'a permis à apprendre. Classé parmi les 500 meilleurs mondiaux, Nathan Chibozo occupe le 2e rang en Afrique et sa présence à Milan-Cortina ne se veut ni anecdotique ni folklorique. Nathan sera sur la piste les 14 et 16 février. Il portera les couleurs du Bénin et avec elle, un rêve qui s'épanouit sur la glace. Ce bulletin d'information se referme ici. Merci de nous avoir suivis. Ne décrochez surtout pas. Bonjour, le Bénin se poursuit. Quant à moi, je vous dis à demain à la même heure et toujours avec le même plaisir. Merci Victorine Bondé et l'équipe qui s'agrandit, n'est-ce pas? On est heureux de t'accueillir dans cette équipe que nous appelons souvent la bande ABLB. Bienvenue suis donc. Très heureuse. Et il faudra vous habituer à voir ce visage tous les matins à travers le bulletin d'information. Alors, après l'information, qu'est-ce qu'on fait? Chers amis téléspectateurs, on installe l'instant politique. Après près d'une décennie de gouvernance du président Patrice Talon, l'heure est au bilan, mais aussi et surtout à la question de l'héritage et de la continuité. Qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui doit être consolidé? Et comment préparer sereinement et démocratiquement la prochaine élection présidentielle? Pour en parler, nous recevons ce matin M. Aïbatin Jonas Rantan, ministre conseiller au tourisme à la présidence de la République. Avec lui, nous allons revenir sans complaisance sur les acquis, les défis et les enjeux politiques à venir. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour madame. Et merci d'être avec nous ce matin. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Après près de 10 ans de pouvoir, je l'ai dit, quel bilan global pouvez-vous dresser de l'action du président Patrice Talon? Merci, merci aux téléspectateurs. Bonjour le Bénin. Le bilan est globalement positif et structurant. Le président Patrice Talon a conduit le Bénin d'une gouvernance de transition permanente à une gouvernance de résultats. D'accord. Et cela
par sa vision. Hein, une vision claire et ambitieuse, orientée vers l'intérêt général. Et nous ne vendrons pas de secret pour dire que les programmes d'action de gouvernement successifs, c'est-à-dire au premier mandat comme au second mandat, sont des programmes faits. Ce ne sont pas de catalogues d'actions. Ce sont des programmes structurants qui ont lié réforme et perspective, planification et assainissement global de l'environnement que nous connaissions jadis au Bénin. Et donc, globalement, le bilan est très positif et il vous suffira de circuler simplement dans le pays pour voir tout ce que les Béninois disent en termes de fierté de ce bilan. Alors, on note votre satisfaction ce matin, monsieur le ministre conseiller. Mais selon vous, qu'est-ce qui restera durablement inscrit dans l'histoire politique et institutionnelle du Bénin? Ce qui restera de l'histoire politique et institutionnelle du Bénin, c'est désormais la pratique du respect du bien public. D'accord. Désormais, l'agent public travaille effectivement à bâtir pour le bonheur des citoyens. Désormais, la politique, faire la politique, ne suit plus le besoin d'aller s'enrichir, ne suit plus forcément le besoin de rassembler sa communauté pour aller vendre un rêve, un chimère, un rêve qui n'existe pas. Mais ça suit une cohérence, une offre globale qu'on vend à l'échelle nationale, à la communauté nationale. Nous avons quitté l'existence de micro-partis pour des partis d'envergure. Cela restera définitivement dans notre histoire. Et également, nos institutions sont devenues de plus en plus respectées. Aujourd'hui, quand on parle de la justice, le Béninois lambda qui se trouve très loin, à Kobli, peut se taguer, se bomber le torse et dire « oui, si j'y vais, on va m'écouter ». C'est des choses dont on avait peur hier, qui aujourd'hui sont tombées et deviennent des acquis qui sont inscrits durablement dans l'arsenal national. Très bien. Alors, il y a pas mal d'acquis. Beaucoup. En fait, c'est certain. Alors, s'il fallait en retenir 3, lesquels choisiriez-vous, monsieur le ministre conseiller? Premièrement, je dirais la rigueur dans la gestion de la chose publique. Deuxièmement, je dirais l'assainissement de l'environnement politique du pays, qui, à travers le système partisan, qui est en train de mettre beaucoup plus de clarté, de lisibilité dans la politique nationale. Également, je parlerai des infrastructures qui crédibilisent davantage notre pays dans le concert des nations. Et pour finir, je parlerai de la planification, la prospective. D'accord. Hier, on a lancé... Vue. Hier, nous avons, avant-hier, du moins, nous avons lancé l'agenda la vision du moins 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Et cette vision qui est la première en complément à l'AFIA 2025 qui est passée, nous amène dans 35 ans. C'est-à-dire... On va y revenir, si vous le permettez, monsieur le ministre conseiller. Pour l'heure, penchons-nous sur le programme d'action du gouvernement qui est présenté aujourd'hui comme le socle de cette gouvernance que vous saluez ce matin. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, son efficacité? Est-ce que c'est la rigueur budgétaire, les réformes structurelles, la gouvernance ou la transparence? Je l'ai dit tantôt, il s'agit d'avoir d'abord une vision. Et les deux PAG successifs ont suivi une vision. Et après la vision, il y a la planification. Après la planification, nous avons la rigueur budgétaire qui nous a permis de maîtriser nos dépenses publiques et pour ne pas tomber dans le déséquilibre. Et nous avons quitté l'ère des urgences budgétaires à une gestion maîtrisée. Et ça nous crédite davantage dans l'action publique. Et cela a permis d'investir massivement dans le social,
que vous connaissez. Et je ne suis pas là à en citer de façon exhaustive, mais aujourd'hui, les enfants mangent dans les cantines scolaires. Le plateau technique sanitaire est renforcé. Il y a un effort, il y a une assurance universelle pour la santé, un minimum que l'État exige à toute personne. Et également, l'image du pays à l'international est rehaussée. Et tout ça, c'est à travers les 2 programmes d'action que nous sommes en train d'égrener progressivement vers la fin. C'est donc tous ces éléments mis ensemble, oui, qui aujourd'hui portent au pinacle l'action du président Patrice Talon. D'accord. Alors, des réformes, il y en a eu, mais ces réformes, monsieur le ministre conseiller, ont souvent été jugées socialement exigeantes, perçues un peu comme trop dures également par les populations. Est-ce que le succès économique suffit-il quand l'adhésion populaire n'est pas toujours acquise? Ce que nous disons en termes de rigueur, de difficultés, même dans nos propres familles, si nous voulons atteindre des objectifs, si on ne se définit pas une ligne claire et si on ne fait pas une certaine... on ne se donne pas une certaine exigence, on n'y arrive pas. Et tout le monde sait, quand on est malade et on prend un traitement, souvent, le traitement est parfois harassant parce que ce n'est pas dans notre quotidien. Et c'est conjoncturel. Les sacrifices que nous venons de faire sont tellement conjoncturels que d'ici à là, d'abord, les gens ont commencé déjà à pas sourire parce qu'on n'a pas commencé avec le programme de cantine scolaire que j'ai tantôt cité. Oui. On n'a pas continué, on n'a pas commencé avec la subvention que l'État apporte aux retraités en termes d'appui à la santé. On n'a pas commencé avec un certain nombre de choses, les infrastructures, les routes, on n'en avait pas. Donc, les investissements qui ont été faits, le sacrifice que les Béninois ont consenti, nous ont amenés à là. Et ce résultat, c'est un résultat de tous les Béninois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus de Béninois sont fiers de ce que nous avons pu réaliser en si peu de temps. Alors, vous voulez dire que c'est dur pour tous, mais c'est nécessaire? C'est nécessaire, puisque c'était un chemin obligatoire pour atteindre aujourd'hui les résultats que nous avons commencé par percevoir depuis le bout de tunnel. Vous voyez à l'écran la cité ministérielle qui bat tout autre projet qu'on aurait pu imaginer. Et tant d'autres projets, vous voyez, il y a la construction de la cité de la Défense qui est là. Aujourd'hui, le Béninois, qu'il soit à l'intérieur comme à l'extérieur, est de plus en plus fier. Hier, on ne comprenait pas, on se disait, est-ce que ceux-là ne vont pas amasser les richesses dans la caisse et se les distribuer? Mais on voit la redistribution à travers tant de facteurs sociaux qui galvanisent de plus en plus le Béninois, qui est prêt à continuer à serrer la ceinture, à contribuer substantiellement à cet effort qui est fait pour restaurer sa dignité. Pour en arriver là, il a fallu aussi beaucoup d'audace, l'audace d'un homme. Ah ouais, c'est en ça que le président Patrice Talon est un maître d'orchestre qu'il fallait réinventer s'il n'existait pas. Et les Béninois sont très fiers de lui et je ne trahirai aucun secret que de dire que c'est un prophète. Il a dit à la fin de son mandat que nous allons le porter au pinacle et je pense que déjà ça se fait, ça se chante dans toutes les rues de Cotonou et du Bénin. Les gens se demandent si il quittait, l'action connaîtra de suite. Donc il sera porté en triomphe selon son vœu. C'est déjà ça. Il est déjà porté en triomphe. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre conseiller, la question qui se pose, c'est celle de la pérennisation des actions du président Talon. Cette question s'impose dans le débat public. Alors pourquoi est-elle devenue centrale maintenant? Oui, parce que nous sommes à nous égrenons le dernier trimestre du deuxième quinquennat du président Patrice Talon et son second mandat constitutionnel. Et vous savez, en octobre dernier, les partis politiques de la mouvance présidentielle ont désigné un candidat à sa succession. Succession parce que quand les mandats constitutionnels finissent, il faut une autre équipe pour continuer l'œuvre. Alors, il faut réfléchir pérennisation. Qui est indiqué pour faire quoi? D'où le choix naturel du ministre d'État
Romia Wadaï, qui, jeune ministre dès le départ, a conduit aux côtés du président Patrice Talon les réformes les plus difficiles avec génie, abnégation et innovation, le secteur de l'économie et des finances nationales. Et il mérite tout l'étoffe qu'on lui reconnaît aujourd'hui. Et les Béninois n'ont pas de souci à se faire parce qu'il est à la tête d'une équipe expérimentée, une équipe qui a reçu suffisamment du maître, qui est le président Patrice Talon, et qui fera autant rêver les Béninois. Est-ce qu'il existe un réel risque de voir ces acquis remis en cause en 2026 ? Après 2026, pardon? Non, en fait, en réalité, les Béninois, tels que vous et moi, y compris, devront se rassurer davantage parce qu'il y a des acquis qui ont été déjà gravés dans le marbre. Mais parce qu'il y a beaucoup qui se disent, le président Patrice Talon le connaît pour sa rigueur. Est-ce qu'on peut encore, après lui, avoir un homme aussi visionnaire, avec autant de rigueur et d'efficacité? Je l'ai dit tantôt, le président Patrice Talon est un maître. Il sait faire. Il nous a appris tout le temps à comment gérer avec rigueur. Et tous ceux qui sont sous lui ont hérité de cette rigueur. Et comme je vous l'ai dit, le plus indiqué pour conduire l'action à sa place est un homme tout autant rigoureux que le président Patrice Talon. Et l'intérêt de ne pas voir les actions remises en cause, c'est que les Béninois se mettent en ceinture de sécurité pour cette gouvernance qui vient. En faisant quoi? D'abord en soutenant le projet, en accompagnant le projet de l'élection du président. C'est vrai que nous ne sommes pas en campagne, mais sortir massivement et célébrer le départ du président Patrice Talon et de lui montrer que ces actions à la tête du Bénin sont des actions salutaires et qui sont debout derrière celui qui a été désigné pour porter la relève. D'accord. Alors, vous le disiez tantôt, Romuald Wadaï a été choisi comme dauphin du président Patrice Talon pour porter l'héritage de son action. Qu'est-ce qui, dans son parcours et sa vision, en fait, selon vous, l'homme indiqué pour assurer la stabilité économique et institutionnelle du pays? Je ne vendrai aucun secret de vous dire qu'au début déjà de cette année, le Bénin a réalisé un exploit loué dans toute l'Afrique. Le renda souverain et crédible aux yeux des investisseurs. Le Bénin a lancé un appel de fonds et a récolté en un temps record, alors que d'autres pays s'échinent à en avoir. Le Bénin a récolté 850 millions de dollars, dont 500 en soukouk. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, soukouk inaugural. Si n'eût été la perspicacité, l'ingéniosité du ministre des Finances, le ministre d'État chargé des Finances, de l'économie et des Finances et de la coopération, Romuald Wadaï, je n'aurais jamais su. Je n'aurais jamais eu à entendre ce mot. Son génie a toujours pourvu le Bénin des moyens nécessaires pour financer son action, pour financer ses projets. Et ce monsieur qui a appris auprès du maître, auprès du président Patrice Talon, pendant les 9 années passées, et cette 10e qui est en train d'être achevée, est celui le plus outillé, à même de savoir qu'est-ce qui a été placé à tel endroit, quel autre a été décidé pour tel autre endroit qui n'a pas encore été placé. Donc, nous n'avons aucun souci à se faire que de fier à ce choix que l'ensemble, l'unanimité de la majorité présidentielle a fait avec acclamation. Et vous aurez constaté qu'à Parakou, en octobre dernier, c'était une fête. Il y avait une grande mobilisation, la famille mouvante a affiché un front uni. Il y avait une grande liesse et de plus en plus, un consensus national se fait autour de ce candidat. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas seul. Il est à la tête d'une équipe préparée, une équipe coachée qui fera davantage rêver les Béninois. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est plutôt le choix d'un confort pour le système actuel? Ils ont leur raison de penser. Et hier, quand le président Patrice Talon
malgré la liesse populaire est venue, on l'a tassé de commerçants, on l'a tassé de ci et de ça, et qui tuerait le Bénin. Aujourd'hui, nous avions vu les résultats. Et si une frange de la population ne rejetait pas le choix, ne doutait même pas du choix, nous-mêmes, peut-être qu'on serait vautrés sur nos lauriers, pensant que tout est déjà acquis. Tout n'est pas acquis. Le challenge fait qu'on travaille et qu'on donne le meilleur de soi-même. Et d'ailleurs, sans ce challenge, nous-mêmes, nous avons nos propres challenges et nous allons travailler pour le meilleur de nous-mêmes, pour que ce pays, d'ici 7 ans, d'ici 14 ans, que ce pays soit véritablement tassé de pays développés en Afrique. Parlons maintenant de la vision 2060, la vision Bénin 2060 à l'AFIA que vous évoquiez il y a un instant. Cette vision qui s'inscrit dans une projection à long terme du développement national. En quoi, monsieur le ministre conseiller, cette vision constitue-t-elle, selon vous, le prolongement naturel des réformes engagées sous la gouvernance du président Patrice Talon? La vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, est une vision pensée par le concours de tous les Béninois qui ont été consultés à travers des focus group, des consultations d'experts à divers niveaux, des séminaires gouvernementaux et tout. Et elle est la suite logique de ce que nous avons commencé par faire depuis 2016 à ce jour. Elle a capitalisé les acquis de la vision Bénin 2025 à l'AFIA, à tirer les leçons des échecs et à renforcer des jalons pour le futur. Et cela ne vous étonnera pas que je vous rappelle qu'un monde de splendeur vient du branding qu'a adopté le Bénin avant que la vision ne soit officialisée. Donc, c'est une suite de logique qui nous projette d'ici 35 ans dans un Bénin développé où chaque Béninois mange correctement à sa faim, chaque Béninois se fait soigner où qu'il soit, chaque Béninois se déplace en temps réel pour aller, pour vaquer librement à ses occupations, chaque Béninois profite de produits touristiques, culturels et artistiques de son pays, chaque Béninois se meut dans l'environnement cordial, vivable, qu'on aurait créé pour ce Bénin qui deviendra, je vous le confesse et je vous rassure, l'oasis pour tous ceux qui seront en Afrique ou dans le monde qui voudront vivre sous les tropiques. Merci pour cet optimisme, je vais dire, que vous portez ce matin. Alors, comment faut-il garantir, Monsieur Rantan, que la vision 2060 ne reste pas un document d'orientation, mais devienne un véritable cadre d'action partagé au-delà des alternances politiques et des contingences électorales? Je peux vous dire que dès l'instant, il y a un travail de fond qui se fait sur cette déclinaison. Déjà, le plan national du développement est en cours de rédaction et c'est inspiré de cette vision. Et de successifs plans nationaux de développement seront déclinés jusqu'en 2060. Et de ces plans nationaux de développement s'inspireront les programmes d'action de gouvernement, vont s'arrimer considérablement à ça. Après, les PDC. Et donc, c'est une chaîne de planification qui, indubitablement, donnera les résultats escomptés. Donc, personne ne viendra aujourd'hui. Et d'abord, elle a été adoptée en tant que loi. Et le fait qu'elle soit dans l'arsenal juridique impose que tout dirigeant puisse lui faire référence avant de se projeter dans l'avenir. Donc, on ne viendra plus nous fabriquer quelque chose juste parce qu'on en a rêvé. On ne viendra plus dire que sur les 2 ponts qui sont derrière moi, on va faire 2 rails qui vont passer. Si ce n'est pas prévu, ce n'est pas prévu. Et il faudra le réfléchir, il faudra l'arrimer considérablement pour que l'aspiration des Béninois ne soit pas trahie, quel que soit le régime qui viendrait
avant 2060. D'accord. Alors, la présidentielle pointe déjà à l'horizon, M. Rantan, et les dernières élections l'ont montré, l'issue d'un scrutin n'est jamais totalement acquise à l'avance. Alors, pourquoi est-il essentiel aujourd'hui de rappeler aux citoyens que leur mobilisation reste déterminante pour l'avenir du pays? D'abord, c'est le lieu pour moi, en tant que jeune, le plus jeune ministre du gouvernement, de remercier la population béninoise tout entière, notamment les électeurs, qui ont célébré le président Patrice Talon et ses réformes le 11 dernier. Le taux de participation que nous avions observé la fois dernière a été une réponse cinglante aux événements malheureux du 7 décembre. Des éreintés de la République qui ont voulu mettre à mal le bonheur des Béninois. Les Béninois sont sortis et leur montrer qu'eux, ils sont pour la démocratie. Et si les Béninois sont pour la démocratie, ils doivent le confirmer davantage le 12 avril prochain en sortant massivement porter leur choix. Rien n'est plié à l'avance. Rien n'est gagné à l'avance. Il faut que les Béninois sortent, manifester d'abord au président Patrice Talon que son action a été une bonne action à la tête de notre État et également montrer au régime qui vient que les Béninois sont debout et qu'ils observent. Parce que ne pas participer serait de laisser les gens faire et après regretter. Il faut que les Béninois sortent. Et il faut qu'ils montrent. Il faut une mobilisation citoyenne. Il faut non seulement une mobilisation, ce n'est pas une mobilisation ordinaire. Il faut que nous lancions un appel aux pays voisins qui se jalousent aujourd'hui de plus en plus de notre développement, que les Béninois sont debout derrière leurs gouvernants. Ça sera l'essentiel. Et surtout les jeunes, il faut le rappeler, les jeunes, contrairement, moi j'ai commencé par voter quand on allait chercher les cartes d'électeurs, donc on est mobilisé par avance. Aujourd'hui, systématiquement, les jeunes deviennent électeurs à la maturité, à la majorité, et donc ils ne sont pas forcément informés. Et quand on le leur dit, ils ne comprennent pas. Mais je me dis que si un jeune comme eux, tel que moi, je le leur dis, ils seront davantage. Donc vous, jeunes primo-votants, sachez que votre avenir se joue là où on dit. Le 12 avril prochain, vous devez aller voter, vous devez aller choisir votre président de la République pour vous taguer, bomber le torse, dire oui, j'ai contribué à ce que ce pays se développe, ce pays soit bien géré. C'est une couche de la population, on le sait très bien, qui n'est pas forcément intéressée par la chose politique. Nous avons fait bien de sujets par ici, mais j'espère que ce matin, ils entendront votre message et qu'ils sortiront massivement, comme vous l'avez dit, un appel, pour remplir, on va dire, leur devoir citoyen. Et donc, pour conclure, à ceux qui pensent que le jeu est plié d'avance, vous répondez non? Non, ce n'est pas gagné à l'avance, ce n'est pas plié. Il ne faut pas que les Béninois pensent ça. Il ne faut pas que les Béninois se disent, voilà, devant eux, il n'y a rien, ils vont sans... Enfin, ce n'est pas une messe dictée à l'avance. Non, non, non. Il faut que la mobilisation soit décuplée. Pourquoi pas, on peut avoisiner un taux de participation de 60%. On l'a déjà fait, on peut encore le faire. Donc, que les Béninois sortent massivement pour aller choisir leur président de la République. Aux deux candidats, il y a deux duos de candidats en lice portés par Roméo Wadaï et Paul Rompé d'un autre côté. Merci, M. Aïbatan, Jonas Rantan. Je précise aux amis téléspectateurs qui nous suivent que vous êtes ministre conseiller au tourisme. Merci d'avoir partagé ce temps d'antenne à nos côtés ce matin. Ce sera tout, n'est-ce pas? Un mot de la fin? Non, je remercie les Béninois. Oui. Je sais qu'ils feront ce qui est nécessaire pour la continuité, et tout en se constituant en ceinture de sécurité, comme je l'ai dit tantôt. Merci, M. Rantan. Après l'analyse politique et les enjeux de gouvernance, eh bien, place maintenant à une forme de pouvoir, celui de la musique et des émotions. Vous l'avez compris, on change de registre sans bien entendu quitter l'essentiel. Ce qui nous rassemble, nous touche et nous fait vibrer. Direction à présent dans la rubrique événements à la une. Et pour
pour cette séquence de événements à la une, je retrouve mon cher chroniqueur Patrick Diosso. J'ai envie de dire, celui qui a l'art de dénicher les artistes pour nous, et surtout de les faire parler, même quand ils n'ont pas envie de parler parfois, n'est-ce pas Patrick? Oui, parfois ils n'ont pas envie de parler, parfois ils n'ont pas envie de s'afficher. Ils ont envie de rester un peu cachés dans leur coin. Et donc aujourd'hui, et donc aujourd'hui, Patrick Diosso, tu nous fais voyager du Love Soul au Jazz Cool avec un artiste à la sensibilité affirmée. Il s'agit de Serge Poyon. On parle d'amour ce matin, on parle de musique, on parle d'émotion. Exactement. On parle d'un terrain sur lequel, on va dire, tu es toujours à l'aise. Oui, j'adore. J'adore l'amour, j'adore tout ce qui est passion, j'adore tout ce qui est émotion. Alors, cette émotion que nous allons commencer aujourd'hui, c'est une émotion qui nous conduit vers la fête de l'amour. La fête de l'amour, le 14 février, la Saint-Valentin. On va en parler maintenant, aujourd'hui, dès maintenant. Cela ne signifie pas que nous avons délocalisé la Saint-Valentin, mais nous commençons déjà à annoncer les couleurs. C'est la Saint-Valentin en anticipé. Oui, en anticipé, exactement. Saint-Valentin en anticipé, avec quelqu'un qui a chanté l'amour, quelqu'un qui a chanté la passion, quelqu'un qui a chanté beaucoup de thèmes. Il s'appelle, comme tu l'as dit, Serge Poyon. Il est né à Bordeaux, en France, d'un père béninois et d'une mère togolaise. Et entre-temps, il est né en France, mais il est revenu au Bénin pour pouvoir passer une grande partie de sa jeunesse. Et Serge Poyon, bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour Monsieur Poyon. Bonjour Rachida. Merci d'avoir accepté, on va dire, notre invitation ce matin. Non mais c'est un plaisir pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'être avec vous. Sérieusement? Ah oui, je vous suis tout le temps et je me demandais mais quand est-ce qu'ils vont me recevoir? Qu'est-ce que je leur ai fait? Enfin donc, enfin, ça se fait. Nous y sommes. Nous y sommes, je suis content. Nous y sommes, oui. Alors, Serge Poyon, en revenant au Bénin pour cette partie de votre jeunesse, pour votre adolescence et puis début de période d'adulte, vous avez pu vous mettre au pas de la musique. Comment cela s'est fait, ce retour aux sources, ce retour au pays fœtal, pas natal, fœtal, oui. Je vais vous surprendre, Patrick, parce que c'est vrai que beaucoup d'artistes ont l'habitude de dire que depuis le ventre de leur mère, ils chantaient, ou la maman chantait, ils entendaient, etc. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je suis tombé dans la musique un peu par accident. Parce que j'étais tout petit au collège de Bégamay, en classe de 6e, gamin de 10 ans et demi, 11 ans. Et mon meilleur ami de l'époque me dit « Serge, l'école vient de monter un orchestre de très très jeunes musiciens et nous avons besoin d'un chanteur. Est-ce que tu veux être notre chanteur ?» Alors moi, ma première réaction a été une réaction plutôt de surprise en disant « Mais moi, je vais chanter devant les gens et les gens vont me regarder, ils vont m'observer, je serai tout seul sur la piste. » Il a dit « Oui, on a besoin de toi, viens. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter tout petit. Et par la suite, j'espère qu'on va peut-être pouvoir en parler, il y a eu les programmes scolaires qui consistaient à monter des coopératives au sein des écoles. Au sein des écoles publiques, c'était sous le gouvernement Kérékou 1, première version. Et donc, cette formation musicale qui était d'abord interne au collège est devenue, c'est inclus dans le programme scolaire de l'école de Bégamay, la coopérative scolaire. Oui, on va revenir sur ça tout à l'heure. Mais avant de revenir sur ça, vous avez chanté l'amour. On va parler de l'amour d'abord. En 2011, vous avez sorti un premier album nommé Aimer plutôt. Et ce premier album en 2011 vous a fait parcourir le monde, mais vous êtes revenu en 2021 pour chanter cet amour, le mot aimer, pour chanter dans une émission, et c'est l'émission matinale 5 sur 7 matin, le 14 février 2021. Nous allons suivre un extrait de ce parcours, un extrait de ce chant, Aimer. Soleil levé, nature chantée, ciel bleu heureux, envie de rêver,
marcher, flâner, ruelle allée, ciel bleu, envie de prier, cœur ouvrir, laisser feelings couler. Voilà, aimer. Oui. Aimer. Pour vous, aimer, c'est quoi? Aimer simplement ensuite de manière Vous voulez que je vous précise. dise quoi, Patrick? Il y a eu des encyclopédies, il y a eu des volumes entiers sur l'amour, sur le mot aimer. Ça peut avoir une définition philosophique, on peut avoir une définition spirituelle, Oui. une définition physique. Je ne sais pas, est-ce que je peux, là, en 2 minutes 50, essayer de vous définir le mot aimer? Votre définition à vous, en quelques mots. Je n'ai pas de définition. Pour moi, aimer, on ne le définit pas, l'amour, on ne le catégorise pas, on ne le conceptualise pas. C'est une émotion, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Oui. Voilà. À la limite, on ne tergiverse pas. On aime ou on n'aime pas. Ça passe ou ça passe pas. Aimer, c'est chanter? Chanter, c'est prier 2 fois. Donc peut-être qu'aimer, c'est prier également avec l'être que l'on rencontre. Mais aimer, c'est quoi? C'est-à-dire que la question est permanente. Et puis, par exemple, regardez en anglais, vous avez to like, to love. Alors, on dit aimer, dans quel sens? Je ne veux pas définir. C'est du ressenti. On ressent. J'aime votre cravate. Oui, voilà. Merci. Elle est éclatante. J'aime le bleu que vous dégagez. J'aime l'ambiance de ce studio. J'aime. Et en même temps, j'aime la personne avec qui je suis. Donc, Ok. En parlant justement de personnes, aimer le conjoint, aimer la conjointe, qu'est-ce que c'est pour vous? Bon, je veux parler comme un musicien. Oui. C'est être en harmonie. D'accord. Il y a des notes, et d'ailleurs ça c'est Mozart qui l'avait dit, il y a des notes qui s'aiment et il y a des notes qui se détestent. C'est être en harmonie. Être en harmonie. Alors justement, pour cette harmonie, vous tout à l'heure, c'était un peu du blues, un peu du soul. Vous chantez. Est-ce qu'il y a un rythme que vous adoptez spécialement? Parce que quand vous avez commencé à chanter au CG, vous êtes reparti en France et vous avez eu une connexion avec le jazz. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme définition? On va dire, peut-on vous catégoriser s'il y a à catégoriser. Ça va être quoi? Du jazz cool? Oh là là, c'est une question embêtante parce qu'une fois encore, je n'aime pas les catégories, je n'aime pas être défini. Est-ce que c'est du jazz R&B? Est-ce que c'est du jazz afro? Est-ce que c'est du jazz soul? Je veux bien. Jazz cool, ça me plaît bien dans la mesure où ça permet de couler dans la musique et d'écouter, se laisser glisser comme ça. Mais j'ai été, pour répondre à votre question, Patrick, l'idée que vous émettiez, j'ai été énormément influencé par d'abord la musique du Brésil. Oui. Qui est venu s'ajouter à tout ce que j'avais écouté durant mon enfance, la musique africaine, bien sûr, de toutes les Afriques, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. J'écoutais beaucoup de choses et les parents aussi écoutaient beaucoup de musique à la maison. Donc, en grandissant, c'est vrai que j'ai ajouté peut-être cette couleur très, très spéciale qu'est le jazz. Ok, couleur spéciale qu'est le jazz. Vous avez parlé de la musique disons brésilienne ou de la musique afro-brésilienne, de la musique latine. Bon, en 2016, vous avez sorti un nouvel album, le deuxième, qui est intitulé Feeling of Joy. Of Joy. On va suivre un extrait de cet album. There's a feeling of joy when the morning birds sing the words I love you. Alors, ça, c'est la version bossa nova. Ça, c'est la version bossa nova, donc tirée de la musique brésilienne, la bossa nova brésilienne qui m'inspire énormément. Énormément. Oui. Alors, selon vous, lorsqu'on écoute ce style de chant, est-ce que c'est encore actuel? Style actuel, chant actuel, est-ce qu'on peut toujours, avec la jeunesse, s'y accorder? Moi, j'espère bien qu'on va revenir vers des harmonisations et des rythmiques comme ça qui vous permettent de vous évader, de vous glisser dans un autre mental plus apaisé, plutôt que tout ce qu'on peut écouter parfois qui fait du bruit et qui vous dérange les tympans. Oui. Je n'ai rien contre les musiques actuelles, j'aime beaucoup les musiques actuelles aussi, je les écoute. Mais mon Dieu, de temps en temps, on aimerait tellement mieux se reposer. Et si la musique que je fais peut permettre à la jeunesse de
reconquérir son espace auditif, reconquérir le goût, l'envie d'écouter de belles harmonies, de belles couleurs musicales, moi je serais heureux. En la parlant musique, justement de la jeunesse, en votre temps, enfin, pour accorder avec le 14 février, comment ça se fêtait et comment vous appréciez ce qui se fait maintenant pour cette jeunesse? J'aime beaucoup votre question, Patrick, surtout quand vous dites en votre temps, parce que j'ai l'impression d'être de la préhistoire. Non. Ok. Bon, en notre temps. En notre temps commun. Vous savez, comme moi. Oui, non, mais c'est en votre temps. Bon. Bref. On est de la même génération. En fait, ça ne rajeunit pas. Oui, mais quand même, ne le disons pas comme ça publiquement. Donc, en notre temps commun, Patrick, non, vous vous souvenez, c'était pas une fête que l'on fêtait. Moi, il a fallu, il y a peut-être, je sais pas, 10, 15, 20 ans en arrière qu'on a commencé à beaucoup parler de la fête de la Saint-Valentin. En notre temps, il n'y avait pas cette mise en scène-là de la Saint-Valentin. Donc, je n'ai pas eu à me plonger dans une fête spécifique, la Saint-Valentin, avant, maintenant. Ça n'existait pas, ça ne se fêtait pas, en tout cas au Bénin, à l'époque où j'avais vu, peut-être que dans les pays limitrophes, les autres pays, ils avaient déjà mis ça en exergue, mais ici au Bénin, ça ne se fêtait pas. Rappelez-vous, nous étions quand même durant la période révolutionnaire. Oui. Voilà, donc avec des réjouissances très encadrées. Très encadrées. Oui. Oui, c'était très encadré. Ce n'est pas qu'on ne nous accordait pas confiance, mais il y avait une autre confiance. En parlant justement de confiance, en 2019, vous avez sorti un nouvel album, un troisième album. Le titre, c'est Confiance, on suit un extrait de cet album. Donne-lui la main et continue ton chemin. L'amour est là, l'amour en toi. Ne sens-tu pas, il est là. L'amour en toi. On l'a pas ici ce matin, Ah oui. Disons jazz, tropicale, musique, oui. comme vous avez dit, musique latino-américaine, enfin toute cette partie du monde, là, Antilles, Brésil, soul américaine, on est dans le coin, quoi. Alors, Serge Pognon, en tout, vous avez combien d'albums? Alors, à la date d'aujourd'hui, sortis physiquement existants, il y en a 4. Il y en a 4, Et le 5e est en cours, et on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il est quasiment prêt et il va sortir dans les quelques temps qui arrivent. Oui. Alors, on va directement au 4e, en 2020. Le 4e album, Nous deux. Entre deux. Entre deux, oui. Pas nous deux. Entre deux. Nous deux, ça rappelle... le magazine en plus. Nous deux, Intimité, Nous deux. Absolument. Maintenant, c'est Entre deux. On va suivre un extrait de Entre deux. Entre le doux et la mer, entre l'intense et le néant, entre le yin et le yang. Oui. Entre deux. Entre deux, mais ici on est entre trois. Entre trois. On partage, c'est pas grave, on partage. C'est un peu un moment de partage. Oui. Alors, entre deux, ça fait, je le rappelais, ça fait 2 nationalités. En fait, il est de père béninois, de mère togolaise. Il est né en France. Il a grandi un peu au Bénin. Donc, entre 2 avions, bon, lorsqu'on voit cet entre-deux, comment vous arrivez à gérer ça, vous-même en tant que personne, entre ces 2 continents, entre ces 2 régions, ces 2 pays? Comment vous arrivez à gérer toute cette multiplicité? Oh non, je trouve que ma vie est un très beau métissage. J'ai réussi à faire le point de rencontre de toutes ces cultures-là et j'ai réussi à faire une homogénéité de tout ce qui est différent. OK. On va maintenant à l'actualité. Votre actualité, c'est ce morceau, un morceau qui justement est entre deux. Un peu plus même. Oui, un peu plus, on suit un premier extrait de ce morceau. Somebody, spring for me. Somebody, who can he be? Somebody. Alors, quelque part, il y a quelqu'un quelque part. C'est juste une première partie, mais on va finir par la deuxième partie. Avant d'aller sur cette deuxième partie qui va nous permettre de partir, avant d'aller sur cette partie, je voudrais dire, mais comment est venue cette idée de featuring
mais avec quelqu'un de plus jeune, Djamil Mama Gao. Djamil Mama Gao est quelqu'un d'extrêmement talentueux. Il fait partie de cette génération d'artistes complètement décomplexés. Il n'a pas de limite, il se laisse aller. Et je voulais une collaboration avec ce genre d'artiste-là, qui est tout le contraire de ce que je suis. Moi, je suis peut-être un peu, voilà, comme ça, réglementé, on va dire. Mais lui, il est au contraire la liberté absolue. Donc, je voulais ça. Et sur un rythme en plus du nord-est du Bénin. Oui, nord-est du Bénin, Djamil Mama Gao. Voilà. Et tout à l'heure, le rythme, c'était du aské, le rythme qui ressemble à du mbala. Tout à fait. Oui, vous avez eu aussi à travailler avec Angélique Kidjo, qui est... Travailler avec elle, non, mais c'est vrai qu'ayant été dans la même école qu'elle, on s'est fréquenté quand on était tout jeune et tout petit, mais travailler en tant que tel, non. Et puis les Sphinx. Les Sphinx de Bégamé, bien sûr, à l'époque. Pas mal de collaborations, en tout cas. Stan Toron aussi. Stan Toron, Miguelito, le papa du petit. Oui, Miguelito, le père. Serge Poyon est tellement dense, Patrick Diossou, cette émission ne suffira pas pour parler de sa vie. Pour parler de sa vie artistique. Franchement, qu'est-ce qu'on aime cette nouvelle sortie. Donc vous revenez, on va dire, au devant de la scène avec Somebody. Oui. C'est ce que vous offrez au public, n'est-ce pas? C'est déjà disponible sur c'est déjà les plateformes, distribué sur YouTube, sur ma page musicale, sur mes pages musicales, Serge Poyon Musique, M-U-S-I-C. On peut les retrouver, on peut retrouver tout ce que vous avez joué. Très bien. Un programme spécial pour la Saint-Valentin? Ah, mais j'espère bien, Vous avez, je sais pas, des petits concerts, ça et là? Pour l'instant, non, je suis en pleine promotion du clip et de tout ce qui doit arriver. Donc, je n'ai pas vraiment de date précise pour l'instant, mais c'est la semaine prochaine, on ne sait jamais. Peut-être que quelque chose arrivera. Merci Serge Poyon, merci franchement pour ce moment, on va dire, riche en musique et en émotion, on va dire, n'est-ce pas? On aura le temps d'apprécier, de savourer cette musique sur Bonjour le Bénin. Et peut-être qu'on vous recevra encore. Avec plaisir, je reviendrai. Pour aller un peu plus en profondeur, parler d'autres choses, n'est-ce pas, Patrick Diossou? Oui, merci parler d'autres choses. De nous avoir ramené Serge Poyon par ici. Oui, merci. Qui doit courir déjà ailleurs. Parce qu'il faut le dire, il m'a dit de ne pas le dire. Mais Serge Poyon, c'est un avocat, hein, toujours en exercice. Ah oui, je dois le dire. C'est pas courant de voir un avocat qui chante. Et franchement, moi, ça me séduit, je suis admirative. Merci beaucoup, bravo pour ce que vous réussissez à faire. Vous combinez les deux. La musique, c'est votre passion. Vous ne l'avez jamais abandonnée. Absolument, depuis 10 ans et demi, 11 ans. Oui, allez, bravo. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur Bonjour. Merci, Patrick. Le Bénin qui se poursuit. Et on parle maintenant de dépression dans Instant Santé. Alors, on parle beaucoup de dépression aujourd'hui, mais souvent avec des mots qui minimisent. On parle de fatigue passagère, de coups de blues, de manque de volonté. À partir de quand faut-il arrêter de banaliser et accepter qu'il s'agit d'une véritable maladie? Eh bien, Christelle Tongodo est avec moi ce matin. C'est notre chroniqueuse santé de ce matin. Bonjour Christelle. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, comme vous l'avez déjà annoncé, nous nous intéressons à la dépression, ce mal parfois banalisé, assimilé parfois à la folie malheureusement sous nos yeux, et c'est dans cet élément. Je n'ai pas vu en fait, je n'ai pas vu. Pour ce coup-là, j'ai vu. Jennifer Viutu Ongbo avait à peine 8 ans lorsque les premiers symptômes sont apparus. À l'époque, la jeune enfant ignorait ce qu'était une dépression. Quand j'avais 9 ans, j'ai fait une tentative de suicide. Je n'étais pas forcément consciente à l'époque de ce que je faisais. Je me souviens avec une cousine qui vivait chez nous, on voulait en finir, on a bu du pétrole. Je pense que c'est la toute première fois que j'en parle face caméra comme ça. On était un peu dégoûtés du fait que ça n'ait pas marché. Mais... Des symptômes qui se sont progressivement aggravés au fil des ans et finit par avoir raison d'elle à l'âge adulte. L'élément, on va dire, véritablement déclencheur qui a fait que je me suis retrouvée en thérapie, c'était mon travail. J'avais un travail qui me bouffait énormément mentalement, psychologiquement. Je me suis écoulée au travail un mardi matin, on était en réunion.
J'ai été conduite à l'hôpital inconsciente. Je me suis réveillée, j'étais connectée à des machines, avec des médecins autour de moi. Batterie des années plus tard, tout était nickel. J'étais censée avoir une santé de fer, mais je ne me portais pas bien du tout et tous les symptômes étaient là. J'arrivais même pas à tenir sur mes deux jambes, j'étais essoufflée. Bref, j'étais malade, mais ce n'était pas forcément physiologique, c'est ça. Et donc, de test en test, le diagnostic est tombé. Je fais une dépression, donc on me pose des tonnes de questions et on m'exige de voir un psychiatre. Et à partir de là, ça a été vraiment l'enfer. Ça a été la descente aux enfers parce que les médicaments... Comment vous dire? J'avais des pertes de mémoire, je souffrais de fatigue, j'arrivais plus à suivre au travail. Si la thérapie l'a bien aidée au début, la jeune femme dit avoir définitivement tourné dos au centre d'aide. L'une des choses qui m'aura véritablement marquée dans ce processus, c'est la nonchalance du personnel médical. La nonchalance, la négligence. Limite, tu as l'impression qu'on te dit, mais en fait, tu fais des caprices. Et donc, j'avais besoin de personnes qui comprennent ce que je suis en train de traverser pour m'épauler, me dire les bons mots, m'aider à rapidement régler le problème. Mais ça n'a pas du tout été le cas. On me fixait des rendez-vous, j'y allais, on ne me recevait pas, la spécialiste n'arrivait pas. Voilà l'élément qui nous plante le décor, la dépression. Pourquoi faut-il la prendre au sérieux? C'est la thématique que j'ai le plaisir d'aborder aujourd'hui avec notre spécialiste qui est déjà là, M. André Arwandjekanou. C'est bien ça? C'est bien ça, madame. Alors bonjour, monsieur le psychologue. Merci d'accepter notre invitation. Merci. Tout le plaisir pour moi. Alors, comme je le disais, on parle aujourd'hui dépression et tout de suite, on va y aller. Monsieur André, dites-moi, pourquoi la dépression est-elle considérée comme une maladie et non comme une simple faiblesse passagère? Tout d'abord, je vais vous dire que la dépression est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé oui. comme une maladie mentale. D'accord. Alors, de ce fait, la maladie mentale devient un problème de santé que nous devons prendre vraiment au sérieux et non comme un mal passager. Voilà, une simple faiblesse passagère. D'accord. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'une personne souffre réellement de dépression et surtout des signes qu'il ne faut pas banaliser? Oui, l'intéressé peut avoir de désintérêt pour ce qu'il avait l'habitude de faire normalement. Une fatigue extrême et souvent on note une tristesse persistante. Persistante? Oui, une tristesse persistante. Et c'est là surtout ce qui doit attirer l'attention de l'entourage pour pouvoir vraiment aider celui qui est dans la situation à s'orienter vers un spécialiste. Mais on le voit couramment chez certaines personnes, elle se traduit également par l'isolement, la fatigue, vous l'avez dit, et bien d'autres signes. Oui, la fatigue, bien d'autres signes, c'est tout un ensemble de signes en fait. L'anxiété, autant de... le stress, mais l'irritabilité, c'est ça. Des comportements qui ne sont pas habituels à observer sur l'intéressé. Et là, déjà, ça doit inquiéter. Alors devant ces signes-là, en quoi la dépression peut-elle perturber profondément, justement, la vie quotidienne, familiale ou même professionnelle du sujet? Oui, l'intéressé vit forcément dans un entourage. Et dès lors que l'humeur est dépressive, l'isolement, le repli social, et tout ça, désintérêt, parfois même des pleurs, l'émotion qui déborde. L'intéressé pleure, des palpitations, l'engourdissement des membres, tout ça. Donc, c'est forcément
des comportements qui peuvent avoir un impact négatif sur l'entourage qui, lorsqu'il ne comprend pas ce qui se passe réellement au niveau de l'intéressé, a tendance à lui dire des mots qui vont le plonger davantage dans sa situation. L'entourage familial, des intérêts pour la prise en charge des soins des enfants, de son mari et tout. Professionnel, l'intéressé peut commencer par s'absenter fréquemment du service et tout ça. Social, donc la société même reçoit un choc par rapport au comportement inhabituel que l'intéressé développe. Mais les signes que vous évoquez, Rachidat, ou je me trompe, ce sont des signes qu'on retrouve également au niveau de certaines pathologies. Par exemple, le trouble du sommeil, on peut le retrouver au niveau d'autres maladies. Qu'est-ce qui prouve que c'est véritablement la dépression qui est manifestée? D'accord. Là, je l'ai souligné, et les signes les plus probants, c'est la tristesse persistante. Vous le rappelez. Et sur une période, une longue période. Une période de 2 semaines au moins. On va observer l'intéressé sur cette période de 2 semaines. Donc, au-delà de ce timing-là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter. Il faut absolument s'inquiéter. Donc, en plus de cela, l'intéressé sent un vide en lui-même. Et il est épuisé à l'extrême. Il se déconnecte également de son entourage. Il n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Très bien. Alors, quelles peuvent être les conséquences graves d'une dépression non prise en charge, M. André? Bien, comme toute maladie, la prise en charge précoce aide l'intéressé à guérir. Et quand c'est une maladie liée à la santé mentale, c'est encore beaucoup plus complexe. D'où la prise en charge précoce pour pouvoir sortir l'intéressé de cette situation. Qui doit prendre la décision? C'est l'intéressé lui-même ou son entourage? L'entourage en premier. Parce que l'intéressé qui est déjà dans cette situation de dépression ne peut pas avoir encore toutes ses facultés en place pour dire « je vais consulter ». Donc l'entourage doit veiller à suivre le comportement de l'intéressé. Encore faut-il que l'entourage aussi s'en rende compte. Oui. Parfois on s'en rend compte, mais trop tard. C'est justement l'intérêt de connaître les signes. Trop tard parfois. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Dans notre entourage, si vous avez un proche qui est trop anxieux, trop pensif, il faudra déjà lui poser des questions pour comprendre ce qui ne va pas, ou qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, il faut lui poser des questions et aussi être vraiment bienveillant vis-à-vis de cette personne pour vraiment qu'il puisse s'ouvrir et trouver en vous une personne de confiance. Une personne de confiance. Il le comprend, sans le juger, bien entendu. Sans le juger. Vous le jugez, vous le plongez davantage parce que lui, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire en fait. Et c'est justement pourquoi on constate que certaines personnes ont du mal à demander de l'aide, même qu'elles sont en souffrance émotionnelle. Oui. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela? Il y a plusieurs raisons en fait. Il y a d'abord la stigmatisation. Quand je vais m'exposer pour dire je souffre de telle situation, surtout dans notre contexte, la population, l'environnement va avoir quel regard sur moi? C'est ça. La représentation. Et il y a également le fait que, bon, il y a l'aspect culturel également qui attribue toute autre vision à la maladie, soit c'est lié à la sorcellerie ou bien l'intéressé manque de foi. Donc, il y a tout ça là qui fait que les gens ont du mal à aller consulter un spécialiste. Donc, quand je vais le dire, quelle impression les gens auront sur moi, tout ça là fait que les gens vont errer dans cette vision culturelle pour chercher la solution ailleurs, alors que l'intéressé a besoin d'un spécialiste pour s'en sortir. Le diagnostic tardif
est-ce que, comme tout autre mal, est-ce qu'il est préjudiciable pour la santé? Très. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a plusieurs phases de dépression. C'est ça? La dépression, ça... Plusieurs phases de dépression quand l'intéressé est au début. D'accord. Mais quand ça évolue, ça devient compliqué. D'où la prise en charge précoce. L'entourage doit être regardant vis-à-vis de l'intéressé par rapport à ses comportements. Quand vous dites compliqué, vous y mettez quoi? Oui, compliqué parce que c'est déjà à un stade supérieur où il faille vite aller vers un spécialiste. Mais lorsque les gens, pour des considérations, vont commencer par errer dans des... ne vont pas consulter à temps. Consulter à temps et aller vers les... faire recours aux cultures, voilà. à la culture du moins. Là, ils vont mettre beaucoup de temps à aller à la consultation chez un spécialiste. Et là, ça va être difficile. Difficile parce que le traitement peut-être qui va mettre un mois, je dis quelque chose à tout hasard, ça va faire peut-être 3 mois et plus. Et parfois, l'intéressé ne trouve pas satisfaction. Donc, on va rappeler rapidement les bénéfices d'une prise en charge précoce de la dépression, très rapidement. Oui, les bénéfices d'une prise en charge précoce, c'est que l'intéressé a toute la chance de guérir de son malade. D'accord. Mais lorsque, au contraire, l'entourage ne l'accompagne pas, il n'y a pas un dépistage précoce, là, ça va l'enliser davantage. Votre message à présent à ceux qui minimisent encore le mal? Par rapport à ceux qui continuent de minimiser le mal, je voudrais les inviter à savoir que c'est un mal réel qui existe et qui fait ravage dans la société. Et j'invite de ce fait ceux qui ont actuellement des parents, des proches qui sont dans cette situation, de les orienter le plus tôt vers un spécialiste pour une prise en charge efficiente. Alors, moi j'ai une question avant de vous laisser partir, monsieur le psychologue. Vous avez parlé de certains signes, vous avez parlé notamment de tristesse. Mais est-ce qu'on peut, tout en étant souriant, performant et entouré, est-ce qu'on peut tomber aussi, on peut être profondément dépressif? Ça dépend de... Il y a des gens qui ne manifestent pas de signes de tristesse, mais qui sont dépressifs, non? Ça peut laisser penser déjà à un renfermement, un isolement, un repli sur soi. D'accord. Et il faut vraiment explorer pour comprendre ce qui est en train d'agir à bas bruit. Ça fait partie des méthodes de détection précoce pour une orientation. D'accord. Merci, monsieur le psychologue. Je crois qu'on a fait le tour. Mon experte des questions, des questions de santé. Je porte la casquette avec plaisir. Ah oui, et tu le mérites. Merci, Edia. Ce sera tout. Ce sera tout. On se retrouve demain. On se retrouve demain. Demain, c'est le 6 février. Demain, le 6 février. Alors, c'est la journée mondiale de tolérance zéro à l'égard justement des mutilations génitales et je serai ici pour vous apporter les informations qu'il faut, Rachidat. Merci Edia Christelle Tongodo, merci également à vous, chef psychologue. Monsieur André merci de nous avoir soignés ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, psychologiquement. Psychologiquement, exactement. Merci. Alors, on va prendre, avec la complicité de la réalisation, une légère pause, le temps pour nous d'aller à la rubrique réussite qui parle ce matin, bien entendu, de stylisme. Ghislaine Adimi me retrouvera dans quelques petites minutes pour parler donc, de cette thématique. On se retrouve dans Réussite. Pour cette rubrique, puisqu'on m'a refusé la pause, on m'a dit non, tu continues, Rachida, il n'y a pas de pause. Allez, merci à la chef d'édition Karamata Batao. Je retrouve donc Ghislaine Adimi. Je en refuse.
On refuse. Ah, tu refuses? Ah non, 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 ça c'est de la dictature. Ça, c'est de la dictature de notre chef d'édition. Je la comprends aussi, hein, le temps il court sur cette émission. Et donc, pour ne pas gratter dans ton précieux temps, il faut y aller directement. Et donc, Ghislaine, aujourd'hui, tu reçois Juliette Bocor, elle est styliste, entrepreneur et figure montante de la mode pour parler d'entrepreneuriat féminin, d'audace créative et aussi de mode comme langage d'affirmation. Mais Rachida doit planter le décor. Exactement. Moi, je n'ai jusqu'à me présenter comme la mannequin de Juliette Bocor. Vous voyez cette magnifique robe dans laquelle... Et c'est beau en plus. Hein. Oui. Il ne manque que la mienne. Elle est où? J'aurais dû l'arborer aussi ce matin. Juliette Bocor, qu'est-ce qu'on fait? De me l'apporter. Bah, j'envoie tout de suite. Ah d'accord, voilà qui est réglé. Bonjour le Bénin, Rachida Biomadi a planté le décor. Notre invité du jour fait partie de cette nouvelle génération de femmes entrepreneurs africaines audacieuses, visionnaires et résolument créatives. Je vais lui laisser le soin de se présenter amplement. Juliette Bocor, bonjour. Bonjour, merci. Moi, c'est Juliette Bocor. Je suis la responsable de The Authentic J et promotrice de la ligne de vêtements Itunu Bocor. Et je suis dans la mode, dans la création de vêtements hommes et dames et enfants. Nous travaillons du canvas, nous travaillons également du wooding, nous travaillons tout ce qui est tissu local. Et vous travaillez le jean comme celui... Bien sûr. Voilà, ça c'est le jean. Vous travaillez le jean comme celui que... Et Rachida, pour la petite information, Juliette Bocor représentera dans quelques semaines, bien sûr, le Bénin avec ses créations à l'occasion de l'Annual Show Fashion Week Paris 2026. Ah d'accord. Et c'est pour quand déjà? Bon, c'est pour le 28 février prochain. Le 28 février. Mais bravo Juliette Bocor. Ça en mérite à saluer ce matin. En tout cas. On aime le Bénin des talents. On aime le Bénin de la créativité. Vous en faites partie. Et c'est un événement qui va confirmer d'ailleurs son statut d'icône de la mode contemporaine. Qu'est-ce qui vous vaut cette distinction, Juliette Bocor? Je vous remercie pour cette question. Et je pense que c'est le fruit d'un travail acharné, c'est le fruit d'un travail bien fait, soigné. Et on a eu un parcours, on a commencé il y a vraiment près d'une dizaine d'années déjà. Et on a l'expérience et on a eu des témoignages de personnes qui portent la marque Itunu Bocor et qui sont fiers de le porter. Voilà, donc présenter à Paris exige une certaine exigence et une certaine originalité, finesse, finition et tout ce qui va avec. Et je suis très émue de faire partie de cette aventure sur Paris et pour présenter nos belles créations, tout ce que nous savons faire ici au Bénin. Le Fashion Show Paris 2026, c'est quoi déjà? Parlez-nous de cet événement un peu plus. Bon, c'est un événement qui a l'habitude de se dérouler ici en Afrique. Et ça se passe souvent au Cameroun et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette année, pour cette édition, ils ont décidé de le faire dans la grande ville, la capitale de la mode, qui est bien sûr Paris. Donc, c'est un événement culturel qui fait la promotion des jeunes talents et des stylistes, les mannequins et autres. Donc, pour cette fois-ci, on sera à Paris pour vous montrer ce que nous savons faire. Juliette Bocor va représenter le Bénin à Paris avec des créations pas possibles. Bien sûr. Nous l'avons d'ailleurs suivi dans son atelier où elle est en train de se préparer activement pour cet événement. On va suivre cet élément. J'ai fait un tour à l'atelier aujourd'hui pour voir comment ça se passe et je remarque que ça se passe bien. L'équipe est très dynamique et nous apprêtons du groupe pour cette collection. Merci beaucoup. Est beau. Le visuel est magnifique. Juliette Bocor, are you ready for what is coming? I'm very ready. Oh. Yeah. We are ready. Yeah, Benin is ready. Yes. Mais Rachida, on ne va pas négocier pour faire partie de ces mannequins. On s'est fait la démarche. Hein? Bon. Mais je sais que c'est sûr là. Tu nous montres ta démarche. Non, mais on va y aller ensemble. Vas-y. Mais je te suis. Non, vas-y. Ah, je te suis. Ah oui, on y va. Je te suis. Nous serons. Juliette va. Allez, mes mannequins sont magnifiques. Voilà, on pose comment? Voilà, comme on pose comme ça. Voilà. D'accord. Voilà.
Qui est dans le top, voilà. Voilà. On y va? Oui, on y va. D'accord, on défile. D'accord. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Et puis on tourne. OK. Bravo, Ghislaine. Ben, ça va donner quelque chose. Ça va donner quelque chose. Alors, on l'a vu dans le visuel, ça travaille beaucoup en tout cas pour parachever la collection de 20 tenues. Oui, de 20 tenues, ça, bien sûr. Vous présentez 20 créations là-bas. 20 créations, oui. D'accord. Les tissus, vous avez parlé de l'indigo et quoi Oui, et déjà? du canvas. Nous travaillons spécialement pour cette collection de l'indigo et du canvas, avec quelques touches de broderie. D'accord. On voit Juliette toute radieuse, toute positive. On sent qu'elle va présenter du lourd là-bas. On a déjà quelques images d'ailleurs des créations qu'elle est en train de préparer avec la complicité de la technique. Voilà, quelques images. Je sens que le Bénin va rayonner, le Bénin va se révéler davantage à Paris. Ben voilà. Beau. Je te vois bien dans cette tenue, hein, Ghislaine. Celle-ci? Ah oui, ça va dessiner ta stature Et d'Amazon. Ah ben, Juliette, tu m'en apportes là? Bien sûr. Alors, présente-nous un peu les tenues qu'on voit défiler là, Juliette. Sur l'écran, on peut en parler un peu rapidement, ça? Oui, là maintenant, c'est une tenue faite avec de toile de jute. Il y a d'autres qui sont en lin, ici avec du canvas également dans d'autres tenues. Donc, là maintenant, c'est du coton, 100% coton. Voilà, avec une touche de wax. Voilà. Ce mannequin emblématique, voilà, Oui. ce monsieur. Vraiment emblématique. Voilà. Et son visage, on le voit partout. Je te promets. D'accord. Ben. Et donc, on peut dire que tout est pratiquement prêt déjà. Oui, tout est fait presque prêt. Voilà. Alors, oui, au-delà du Fashion Show, Wix Paris, quels sont les autres projets que Juliette envisage pour cette année 2026 et pour d'ici 2060? Ne pas oublier qu'on est dans la vision Bénin 2060 à la FIA. Bon, pour cette année 2026, déjà par la grâce de Dieu, parce que nous ne pouvons rien faire sans sa grâce et son accompagnement. Après ce défilé sur le Paris, je pense que rentrer au pays, j'organiserai également un grand défilé, un grand fashion show pour notre nation. Là, on a notre chance d'être mannequin sur ce plateau, ça c'est clair. Elle y tient. On a notre chance pour être sur ce plateau. Bien sûr. Je n'ai pas envie de laisser, j'ai pas envie de laisser partir Juliette Bokor sans qu'elle nous raconte un peu son histoire avec la mode. L'histoire d'amour avec la mode, ça a commencé quand Mon histoire avec la mode, c'est une histoire de longue date et j'ai commencé la mode déjà dans le ventre de ma maman parce que je suis née avec cette passion-là. J'aimais les pailles, j'aimais tout ce qui est la mode. Ma maman est une couturière, donc déjà quand elle faisait ses coupes et tout, je prenais les petits coupons et je confectionnais de petits accessoires et des vêtements pour mes poupées et autres. Donc, cette passion, c'était déjà en moi depuis toute petite. Donc, je travaillais cela. Non seulement je précise, je ne suis pas juste styliste, je suis accessoiriste. Donc, j'ai commencé d'abord par les accessoires avant de m'enchaîner vers la coupe, la création des vêtements et autres. Voilà, donc cette passion-là, ce don-là, je la tiens de ma mère et je fais un coucou à maman pour cet amour, pour ce qu'elle a semé en moi, pour ce qu'elle m'a mis. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Rosalie Badou. Rosalie Badou. Allez, j'espère que vous êtes fiers de votre fille. Il n'y a même pas de raison de ne pas être fière. Regardez-la. Merci. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est brillante. Et elle représente si fièrement ce Bénin, des talents que nous aimons si bien et que nous célébrons sur Bonjour le Bénin. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, si vous l'avez remarqué, elle n'est pas que styliste. Elle est créatrice de mode, elle fait les coupes elle-même, elle monte sur la machine. Ce qui est rare d'ailleurs dans votre milieu. Ah oui. Mais pourquoi vous avez opté pour y aller jusqu'à ce point? Comme je l'ai dit tantôt, cet amour-là pour la chose, pour la mode, ça vient de ma mère en fait. Donc je la voyais couper elle-même, je la voyais coudre. Donc je développais déjà cette passion-là depuis toute petite. Donc je ne me vois pas me détacher d'un pan pour un autre. Voilà, donc je me sens à l'aise, je me sens bien quand je le fais. C'est une histoire d'amour. Et Juliette Bokor s'exprime très aisément en français, ce qui signifie qu'elle a un très bon niveau d'études. Bien sûr, j'ai un master en droit, je suis juriste de formation et cela ne m'a pas empêché de poursuivre cette passion
passion que j'ai pour la mode. Voilà. Et voilà, ces femmes entrepreneurs que nous aimons tout le temps, comme l'a dit Rachida Biomomo. Et quels sont les défis qu'on rencontre dans ce milieu, on va dire, de la mode et de l'entrepreneuriat? Quels sont les défis? Bon, les défis que nous rencontrons couramment, parfois, c'est dans les matières premières. Ouais. D'accord. Parfois, on a des trucs à confectionner, des vêtements à confectionner. Et quand une collection de paille sort et tout, on peut le faire pour cette saison. Et juste après, la demande peut se manifester encore plus. Et là, on est peut-être en rupture et tout. Et on est également confronté à des problèmes vis-à-vis des clients qui demandent des exigences qui ne répondent forcément pas à leur morphologie. Par exemple, une morphologie INS peut venir, bon, moi, je veux tel modèle, c'est ça, je veux porter forcément. Mais quand tu regardes la personne et le modèle qu'elle te demande, ça ne peut pas vraiment aller avec sa silhouette. Et qu'est-ce que vous faites? Vous le lui dites? Oui, on cherche la manière idéale pour le lui dire, pour proposer ce qui pourrait aller avec sa morphologie. Voilà. Mais il y en a qui s'en foutent, hein? Ah oui, ben voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai commandé. Voilà ce que j'ai eu. Voilà, c'est le résultat. Et parfois, vous voyez des personnes qui ont des morphologies... Bon, j'ai pas envie de rentrer dans... Sérieux? Non, mais sérieusement, je pense qu'il est important... Faut pas créer de stress aux gens. Non, pas du tout. Non, je pense qu'il est important de s'habiller en fonction de sa morphologie. Oui, bien sûr. D'accord. Si vous êtes ronde et vous avez une certaine bedaine, n'allez quand même pas, n'optez pas pour des tenues, on va dire, sexy, qui dessinent votre silhouette. C'est pas beau à voir. C'est morphologie qui adore être sexy. Bon. C'est sans complexe et c'est aussi ça, s'assumer. L'important, c'est d'aimer, de se sentir bien dans sa peau. Justement. Et donc, parcours vraiment inspirant. Et Juliette, la mode, si on devait vous demander de définir la mode en quelques mots, vous diriez quoi? La mode, c'est l'expression de notre personnalité, d'accord? Et la mode, ce n'est pas seulement porter un vêtement, mais c'est de porter quelque chose qui parle de vous-même, qui parle de votre être, de votre personnalité. Donc, je pense que épouser la mode va en même temps de soi avec épouser soi-même. Ça veut dire que à travers ce que vous portez, on peut deviner votre personnalité. Bien sûr, bien sûr. Bah, regardez-moi alors et dites-moi. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Je vois une femme forte. Ah ouais. Et en même temps, une femme sensible. Wow. C'est vrai. Voilà, parce que c'est fini. Rachida doit se sentir toute la journée. Non, mais c'est une belle description de ma personne, c'est vrai. Vraiment... Je sais être forte quand il faut l'être et je sais être sensible quand il le faut. C'est notre c'est ce mélange qui fait de moi la femme que je suis. L'Amazone que vous êtes. Oui, la Godier que je suis et que je revendique ce matin. Alors, merci. Voilà, c'est l'instant pour toi de donner un message, un dernier message, parce qu'on a été vraiment très émus, très contents de t'avoir sur ce plateau. Malheureusement, le temps court vite. On va te reprendre sur ce plateau quand tu reviendras de Paris. Exactement. Et on va te suivre avec... On va faire le service après-vente. Ah oui, bien sûr. N'oublie pas de nous ramener les chocolats de Paris. Bien sûr, avec plaisir. Qu'est-ce que vous diriez à une jeune femme qui hésite encore peut-être à transformer sa passion en projet entrepreneurial? Ce que je dirais à ces jeunes personnes-là qui aspirent à la mode, qui aspirent à l'entrepreneuriat, ne vous laissez pas influencer par ce que les gens diront autour de vous. Poursuivez votre vision, poursuivez vos passions, donnez-vous les moyens et vous allez y arriver. Tout est dit. Voilà, rendez-vous à Paris pour suivre de près. Rappelez-nous la date déjà. C'est le 28 février prochain. Le 28 février, d'accord. Oui. Et on sait déjà où ça va se passer à Paris, parce que la diaspora nous suit beaucoup. Hein. Bien sûr, ça va se passer à Vincennes. Voilà. Oui. D'accord. Alors, rendez-vous à Vincennes pour soutenir l'Amazone, la Godier, Juliette Boko, qui va représenter donc le Bénin de l'autre côté de Paris. Ghislaine, ce sera tout? Ce sera tout pour aujourd'hui, Rachida Biomomo. Merci à tous. Bravo à Juliette Boko pour ce parcours inspirant. Je vous souhaite de continuer, d'oser, de créer et d'inspirer. Et voilà, on se retrouve très vite sur ce plateau. Merci. Après donc avoir célébré la créativité, l'audace et l'entrepreneuriat féminin, place à Marvin pour éducation aux médias.
Promise Aïe Nadou, avec elle on parle des événements et de la création de contenu, promouvoir sans exploiter l'image des clients. Bonjour Marvin. Bonjour Rachida, bonjour chers téléspectateurs. Alors, que faut-il dire ce matin? C'est vrai que nous parlons ces derniers jours de la responsabilité dans la création de contenu, car créer, promouvoir, raconter, c'est aussi choisir comment et jusqu'où montrer. Et donc, où se situe, Marvin, la frontière entre promouvoir un événement et exploiter l'image des clients ou des participants? Alors, on a remarqué que lors des événements, des foires et des salons, comme on l'a dit les jours précédents, on a parlé plus des créateurs de contenu, des promoteurs d'événements. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les exposants qui sont sur les événements et qui ont considéré directement la création de contenu comme un moyen de communiquer et de déployer plus en fait leur visibilité en ligne. Là, acheter un produit ne signifie pas d'être filmé. On constate aujourd'hui que quand tu as un client et que tu vas acheter chez des exposants, au retour, peut-être le soir, tu te rends compte que ta vidéo est en train de circuler, on te tag, à telle personne est venue acheter sur mon stand avec ton image complète. Donc, promouvoir en fait son produit ne veut pas forcément dire qu'il faudrait utiliser l'image des clients pour pouvoir faire en fait du commerce. Et le risque là, c'est que filmer un client identifiable pendant un achat, diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux ou encore l'utiliser pour vendre engage de la responsabilité de l'exposant. C'est-à-dire qu'en cas de plainte, l'argument c'était pour la promotion n'est pas valable. Parce que, bien vrai, la personne est venue acheter, mais il faudrait au préalable le consentement de la personne. Donc, l'absence de consentement clair peut entraîner en fait le retrait du contenu suite à une plainte ou encore une suppression et encore en fait des sanctions et des dommages causés à l'exposant. Et étant donné qu'on expose parce qu'on veut faire connaître sa marque, parce qu'on veut vendre, l'idéal c'est de ne pas tomber dans ce piège pour pouvoir encore se mettre à dépenser de l'argent pour se faire sortir d'un pétrin qu'on s'est soi-même créé. Donc, on va aller sur les solutions pratiques que des exposants devraient avoir quand ils veulent créer du contenu en fait avec leurs produits. La première des choses, c'est de laisser le client filmer lui-même. C'est toujours intéressant de dire au client, tu as la possibilité, vous avez la possibilité de créer du contenu pour notre produit, de poster, de nous taguer. S'il vous plaît, nous allons relayer. C'est toujours mieux que ce soit le client lui-même qui filme le produit et qui se montre peut-être en train de prendre le produit. Là, on partage l'expérience et il n'y a pas en fait de problème parce qu'on sait qui a partagé la vidéo. Ensuite, il faut mettre le produit au centre, pas le visage. Il y a des personnes qui priorisent vraiment en fait le visage de l'utilisateur. Madame Rachida est venue acheter de la farine locale, de la farine de Fonio. Et comme c'est vous, je me dis, bon, je vais poster votre image parce que vous êtes très crédible, vous êtes très visible sur les réseaux sociaux pour pouvoir attirer d'autres clients. Non, je vais prioriser le fait que c'est la farine de Fonio qui a été achetée. Je peux mettre en avant comme message, Madame Rachida est passée, mais pas utiliser le visage de Madame Rachida pour dire, elle est venue acheter, venez faire de même. D'accord. Donc ensuite, là maintenant, on va utiliser des plans non identifiables. Si le client apparaît dans une vidéo, il faut prendre le client de dos, flouter le visage ou encore cadrer juste les mains ou les gestes. On peut juste également entendre la voix du client, mais il faudrait éviter les plans vraiment identifiables du client. Demander un consentement simple, verbal ou écrit. Est-ce que je peux reprendre en vidéo pour pouvoir poster après? Même si verbal, ça peut passer. Écrit, c'est comme s'il faudrait se munir tout le temps d'un contrat d'autorisation d'utilisation d'images à faire signer tout le temps au client. Mais quand même, l'idéal, c'est d'avoir une preuve que la personne a dit oui. Vous pouvez utiliser mon image pour faire votre publicité avec. Donc là, maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser. Non, mais c'est pour dire, je ne sais pas si c'est le même contexte, mais cela m'est arrivé une fois à l'occasion d'un Vox Pop, d'accord? J'ai interrogé une dame sur une question très sensible qui ne voulait pas répondre, mais qui à la suite a répondu. Mais en quelques secondes, ce qu'elle a dit était tellement poignant. Ça a fait le tour des réseaux. Ça a été balancé dans un forum familial au point qu'elle a, pour se justifier, elle a dit ne m'avoir pas donné l'autorisation de publier. Et ce n'était pas le cas.
Ce n'était pas le cas parce que oui, c'est vrai qu'au début, elle était contre, elle ne voulait pas se prononcer, mais j'ai dû la convaincre et par finir, elle a accepté. Mais après, voilà ce qu'elle m'oppose comme raisonnement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait, Marvin? C'est pour ça que j'ai dit souvent Il faut avoir un consentement ferme. Il faut avoir un consentement écrit parce que le consentement verbal, il n'y a pas vraiment de preuves. Ça peut varier à tout moment. Vous m'imaginez me promener dans les rues de Cotonou avec un contrat. Écoutez, monsieur, bonsoir. Vous voulez bien répondre à cette question, signer ce contrat? Ça va paraître bizarre quand même. Ça va paraître bizarre, mais je veux me prévenir que guérir. Parce que toute personne, à un instant T, la personne peut changer son avis. Peut-être à défaut du contrat, il faut avoir un consentement ferme. Oui. Un consentement... Ce qui est sûr, il faut avoir une preuve que le consentement a été donné sur l'utilisation de l'image. Parce que verbalement, on peut changer d'avis à tout moment. Et la preuve est la rançon du droit, comme on dit souvent. Pour éviter toute chose, pas forcément un gros contrat de 32 articles, mais peut-être un petit papier où on met nom, prénom, la personne met son nom et son prénom en bas, elle signe, et vous-même vous signez un petit papier à peine, un format A4 et A3. Donc ça permet en fait d'avoir en fait l'esprit tranquille. Et de riposter en fait en cas de changement d'avis, comme les changements d'humeur. Merci ma chère Marvin. Ce sera tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci pour ces différentes alertes sur Bonjour le Bénin. Nous devons avoir une vie digitale responsable. Et cela passe par tout ce que vous nous enseignez, n'est-ce pas, sur Bonjour le Bénin. On va se retrouver demain pour le dernier numéro de la semaine. Oui. Qui a toujours rapport avec le droit d'image, en plus une sensibilisation générale pour pouvoir mieux débuter la semaine prochaine. Informer, décrypter, sensibiliser, inspirer, c'est le pari que nous avons fait avec vous ce matin. Merci donc à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette matinale. Rendez-vous demain, même heure, pour continuer à comprendre, on va dire, le monde qui nous entoure avec clarté, rigueur et humanité. À demain.